Merci de votre fidélité à Cap News 24. Les Colombiens ont rejeté l'accord de paix avec les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, lors d'un référendum. Le non l'a emporté avec 50,21% des voix. Pendant ce temps, la Turquie a annoncé qu'elle reconduisait son état d'urgence, une mesure prise initialement pour 3 mois suite à la tentative du coup d'État du 15 juillet dernier. Et puis en Éthiopie, la région d'Oromo a connu une semaine particulièrement agitée après la mort d'au moins 60 personnes pendant le traditionnel festival d'Oromo Irisha. Voilà qui nous conduit au cœur de l'actualité internationale cette semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Sur ce plateau, pour commenter et analyser ces sujets et bien d'autres, nous recevons Ghislain Kougan, consultant. C'est un plaisir, Ghislain Kougan, de vous recevoir une fois de plus sur le plateau d'International. Naturellement, le plaisir est partagé. Ouvrons cette édition en Éthiopie où le traditionnel festival Oromo Irisha, qui marque la fin de la saison des pluies, a dégénéré en manifestation faisant des dizaines de morts. Ce devait être une célébration religieuse festive. À l'arrivée, il y a des dizaines de morts. En Éthiopie, plusieurs milliers de personnes s'étaient dirigées dimanche matin vers un lac sacré pour assister à une cérémonie qui marque la fin de la saison des pluies. Là, de nombreux participants ont réalisé ce fameux geste devenu le symbole de la contestation de l'ethnie des Oromo, qui accuse les autorités égyptiennes de tenir tous les leviers du pouvoir, les bras croisés au-dessus de la tête comme s'ils étaient ligotés. Des manifestants ont lancé des pierres et des bouteilles sur les forces de sécurité qui ont riposté, d'abord à coups de bâton, puis avec des gaz lacrymogènes. Il y a eu un mouvement de panique. Plusieurs dizaines de personnes sont tombées les unes sur les autres dans un fossé. Le bilan est incertain. Une certitude, il y a de nombreux morts. L'Éthiopie connaît depuis près d'un an un mouvement de contestation de la part de l'ethnie Oromo, rejointe par une autre ethnie, les Amharas. Toutes deux représentent 60% de la population et ne se sentent pas considérées par le gouvernement central. Un mouvement popularisé l'été dernier par le marathonien Faisal Ilessa aux Jeux Olympiques de Rio, lorsqu'il avait franchi la ligne d'arrivée les bras croisés au-dessus de la tête. Ce devait être une Ghislain Kougan, une cérémonie religieuse qui dégénère en tragédie. Qu'est-ce qui fait problème en Éthiopie? Je pense que ce qui fait problème en Éthiopie, comme dans nombre de pays, il s'agit simplement d'une minorité, voilà, d'une majorité qui estime être lésée dans l'application des politiques publiques par une minorité au pouvoir. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé au Rwanda et qui a débouché sur le génocide entre les Hutus et les Tutsis. Pour le cas de l'Éthiopie, il s'agit alors des Oromo, la région des tribus, la région Oromo, et puis des Amharas qui estiment qu'ils sont plus nombreux, mais qui sont lésés dans les politiques publiques qui sont développées par la minorité au pouvoir, les Tigréens. Donc c'est ce rapport de force-là, c'est cette situation qui est décrite et même décriée aujourd'hui en Éthiopie. Et malheureusement, ça débouche sur cette situation effroyable et surtout condamnable. Je pense que la cérémonie en elle-même, comme on l'a dit dans le reportage, était une occasion traditionnelle, culturelle, et pas forcément politique. Maintenant, vous savez, quand vous n'avez pas une tribune d'expression, quand vous estimez que vous êtes cloîtrier, que vous êtes étriqué finalement, toutes les occasions s'offrent à vous comme des opportunités pour exprimer votre frustration. Et donc, à l'occasion de la cérémonie, une cérémonie culturelle normalement, vous avez donc des gestes appréciés par les politiques comme étant des gestes un peu déplacés, notamment croiser les deux bras au-dessus de la tête, sous forme de contestation pour montrer qu'on n'est pas d'avis avec ce qui s'est fait au niveau du pouvoir central. Et à partir de ce moment, vous avez aussi, pour le préciser, des Oromos qui estiment que au gouvernement, ils ont des représentants, mais ces représentants-là ne portent pas suffisamment et surtout véritablement leur voix. Ils ont donc voulu manifester leur courroux, leur ras-le-bol, et puis cela a dégénéré pour déboucher sur ce qu'on a vu, les forces de l'ordre qui sont là pour, on nous dit souvent, éviter des dérives. Voilà, vous savez, quand la foule manifeste, quand la population exprime son courroux, il y a des débordements qui ont malheureusement débouché sur cette crise-là. On parle d'une centaine de morts selon l'opposition, 52 morts d'après le pouvoir éthiopien. Après ce mouvement de foule, la région d'Oromo est restée particulièrement agitée cette semaine. Plusieurs entreprises étrangères ont été ciblées par les violences. Pourquoi s'attaquer aux étrangers? Je pense qu'on le fait par dépit,
par frustration. On estime que si on n'arrive pas à faire porter le discours vers le pouvoir en place, il faut trouver un autre moyen. Maintenant, en s'attaquant aux étrangers, on s'attaque indirectement au pouvoir en place parce que le pouvoir en place est responsable de tous ceux qui vivent à l'intérieur du pays. Ils sont frustrés, pourquoi? Parce que peut-être que les Oromos et les Amara estiment qu'ils ne vivent pas décemment parce que leurs emplois leur sont arrachés notamment par les firmes étrangères qui sont dans ce pays. Et évidemment, c'est une situation de frustration qui entraîne un retour vers une situation de xénophobie. On n'a plus la volonté de céder à l'hospitalité qui peut caractériser les rapports entre êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on estime que si je suis dans cette situation compliquée et complexe, c'est parce que notamment l'autre qui est en face de moi, qui est en plus de cela étranger, me vole mon gagne-pain. Et voilà pourquoi, notamment, je ne dis pas que c'est envisageable, que c'est quelque chose de bien, mais à quelque chose de malheureux. Bon, quand on est aux situations désespérées, des mesures désespérées, Mais ces attaques ne vont-ils pas mettre à mal la réputation et la stabilité du pays qui a jusqu'ici attiré quelques investisseurs étrangers? Non, je pense que c'est vrai que cela n'est pas la bienvenue, cette situation pour l'Éthiopie, qui est l'un des pays qui évolue véritablement avec un taux de croissance intéressant, un produit intérêt but admirable. Finalement, l'Éthiopie est considérée comme un des pays qui marche bien au niveau de la croissance sur le continent africain. Effectivement, ça montre aussi que tout n'est pas rose en Éthiopie, qu'il y a des problèmes sous-jacents qu'il faut poser au pouvoir public pour que cela puisse prendre la mesure de la situation à l'effet de débattre pour essayer d'y remédier. Maintenant, vous avez la situation qui est posée là, vous avez les médias qui s'en sont fait l'écho. Maintenant, il revient au pouvoir éthiopien de comprendre que là, ça ne va pas et de prendre la situation, la mesure de l'événement, la mesure des frustrations des uns et des autres, parce que la frustration d'ailleurs a été relayée par la dette éthiopienne qui a remporté un prix international et qui a croisé les deux bras au-dessus de la tête comme pour dire qu'il est solidaire du malaise des Amaras et des Oromos qui sont malheureusement, ou alors normalement, qui représentent normalement la France de la population la plus grande. Et normalement, on peut comprendre qu'une minorité au pouvoir puisse marginaliser la majorité qui croupit dans la misère. Cette vague de contestation, finalement, ne vient-il pas mettre au bout du jour le problème de fédéralisme ethnique? C'est une conséquence déplorable, effectivement, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cela et se dire, voilà un fait, une situation. Aujourd'hui, la situation a été exposée. C'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle, hein. Les médias l'ont relayée. Elle peut être aujourd'hui beaucoup plus parlante. Au regard des conséquences, on parle d'une centaine de morts, ou alors même c'est 52 morts, ça fait beaucoup. Et si ça peut suffire pour que le pouvoir en place puisse véritablement tendre une oreille suffisamment attentive aux revendications de cette couche de la population, au-delà même des tribus, que ce soit Oromo ou Amara ou Tigréen comme tribu, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'en Éthiopie, on puisse trouver des voies et moyens pour, à l'effet de contenter tout le monde, voir dans quelle mesure on peut améliorer leurs conditions de vie. Et je pense également qu'il est intéressant que les élites Oromo qui sont au pouvoir puissent relayer l'information et travailler davantage pour toute l'Éthiopie, mais principalement pour leurs partisans. Parce que vous voyez que tout est parti du fait que les Oromo estiment que ceux qu'ils ont choisis pour les représenter ne font pas leur travail. C'est à eux qu'ils se sont pris. Et c'est les forces de l'ordre, en voulant notamment encadrer le mouvement, et voilà que ça a dégénéré. Donc en fait, ils étaient remontés contre ceux qui sont considérés comme les leurs, qui peuvent servir d'interface entre eux qui sont en bas, le peuple en bas, et notamment le gouvernement, puisqu'ils sont aux affaires aussi. D'ailleurs, ils ont communiqué, ces élites Oromo, comme quoi il y avait uniquement eu 52 morts. Alors que l'opposition ne peut parler d'une centaine de morts. Regardez le déphasage entre le même peuple. Vous défendez les mêmes intérêts. Alors ils estiment que si nous, qui avons subi ce traumatisme-là, nous avons subi, nous faisons état d'une centaine de morts.
Vous qui êtes des nôtres, vous êtes au-dessus de la classe. Vous avez des conditions de vie, vous savez très bien au gouvernement, des voitures VX chromées, vous avez du carburant et tout, mais vous estimez qu'il y a eu simplement 52 morts, alors que vous n'êtes pas au fait, vous ne subissez pas. Et donc, ils ont voulu faire entendre leur voix. Je pense que c'est intéressant, mais l'Éthiopie doit faire attention, parce que l'Éthiopie, aujourd'hui, sur le continent africain, est aperçue comme un modèle de croissance économique sur le continent africain. Comment envisager une sortie de crise? Je pense simplement qu'il faut dialoguer, il faut échanger, et les Amaras et les Oromo doivent rester concentrés, attendre peut-être les échéances à venir. Il y aura forcément des échéances électorales, municipales, législatives et puis présidentielles. Et à ce moment donné, comme les Oromo et les Amaras représentent 60% de la population, ça veut dire qu'automatiquement, ils devraient normalement inverser la courbe et puis exprimer clairement leur volonté de gouverner pour une Éthiopie beaucoup plus prospère qui ne fait pas de différenciation entre les uns et les autres. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas l'apanage de l'Éthiopie. D'autres des pays africains sont cloîtrés dans ce genre de configuration ou de reconfiguration. 3 ans après le naufrage de Lampedusa, un nouveau drame de l'immigration a été évité cette semaine au large des côtes libyennes. Plus de 5600 personnes qui tentaient la traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe à bord d'embarcations de fortune ont été secourues grâce à plusieurs navires humanitaires. Quel commentaire pouvez-vous coller, Ghislain Kougan, à ce sauvetage présenté comme l'un des plus graves jamais enregistrés? C'est plus grand, autant pour moi. Je pense que c'est triste, effectivement, et désolant, comme le commentaire sur la précédente information. En Éthiopie, c'est pareil, vous avez des gens qui se lancent à l'emporte-pièce pour l'aventure. Pourquoi ils partent? Chaque jour, vous avez des catastrophes au niveau de migration, au large des côtes libyennes. Vous savez qu'il y a nombre de personnes qui n'arrivent pas à destination, qui perdent leur vie. Cette situation devrait normalement dissuader ceux qui sont encore dans les pays de départ, mais que non. Alors, comment comprendre cela? Ça veut dire que pourquoi les gens s'entêtent toujours à partir? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi les gens veulent toujours partir, coûte que vaille? Pourquoi? Parce que justement, dans les pays de départ, il n'y a pas des politiques assises sur des structures qui peuvent permettre à ceux-là de se mouvoir, de joindre les deux bouts, de faire ci, de faire ça. Il n'y a pas une politique mise sur pied pour les empêcher de partir. Pourquoi ils partent? Si on arrive à faire le diagnostic de savoir pourquoi ils partent, il est évident aujourd'hui qu'on sache comment faire pour le retenir. Mais vous et moi, tout le monde sait pourquoi les gens partent. Mais tout le monde ne comprend toujours pas pourquoi rien n'est fait de manière fondamentale et claire pour retenir ceux-là qui sont marqués comme, je sais pas moi, comme dans un tourbillon par la volonté de partir à tout prix et à tous les prix. Mais Ghislain Kougan, à vous entendre, le problème c'est au niveau des pays de départ. Comment envisager donc une politique qui permette aux uns aux autres de rester dans leur pays? Comment envisager cela? Le problème est au niveau des pays de départ. Mais on va dire qu'aujourd'hui, à l'heure de la globalisation, le problème ne peut pas être unipolarisé. Alors, il doit être défini au niveau de la résolution entre les pays de départ et les pays d'arrivée. Mais je pense qu'il faut commencer déjà par les pays de départ. Pourquoi les gens partent? Les gens partent parce que, il faut aussi évaluer, indiquer les raisons pour lesquelles elles sont diverses. Il y en a qui fuient la guerre, il y en a qui sont réfugiés, il y en a qui partent aussi parce qu'ils ne trouvent pas des conditions de vie ici, pas de travail, qui ne fuient pas forcément la guerre. Moi, je pense qu'il faut qu'on sépare ceux qui vont par dépit, parce qu'ils fuient les conflits, parce qu'ils fuient ici ou ça, mais aussi pourquoi est-ce qu'il y a des conflits. Donc, tout cela se recoupe en réalité. Pourquoi les gens partent? En RCA, par exemple, pourquoi les gens partent? Pourquoi les gens partent et fuient le Mali? Pourquoi les gens fuient, je ne sais pas moi trop? Parce que tout revient au problème politique qui est central. Parce que c'est la politique qui organise tout. C'est le pouvoir politique qui a la capacité, qui a les moyens de tout organiser. À partir du moment où les gens continuent de partir, c'est l'échec des politiques publiques mises sur pied sur le continent africain, tout simplement. Maintenant, je pense qu'il faut des politiques qui mettent un accent
beaucoup plus accru sur les investissements, la création des investissements, des entreprises, et aussi qu'on passe à la fin, qu'on quitte l'industrie primaire pour arriver au tertiaire et pourquoi pas au secteur secondaire par exemple, qu'on puisse apprendre à avoir des industries qui facilitent la transformation des produits sur le plan local. Ça permettra aussi de créer des entreprises et puis d'avoir une main-d'œuvre locale qui reste sur place et qui ne soit pas toujours tentée à aller faire fortune ailleurs. Je prendrais par exemple le cas du Gabon aujourd'hui. Le président gabonais a décidé aujourd'hui que la transformation du bois se fasse au niveau du Gabon. Automatiquement, il s'agit d'une main-d'œuvre colossale qui va être aujourd'hui produite par le Gabon, par exemple. Donc il faut un ensemble de choses, mais en concertation avec les puissances occidentales, finalement, vers lesquelles il y a ce trop-plein, cette volonté, cet afflux de migrants. Justin Kougan, pour revenir à ceux qui partent par dépit, est-ce qu'il ne serait pas possible aussi d'entrevoir, d'envisager l'immigration légale pour cette catégorie? Pour ceux qui partent volontairement. Par dépit. Par dépit. Ceux qui fuient les guerres, les réfugiés. Oui, je pense qu'effectivement, ceux qui fuient les guerres, les réfugiés, on comprend qu'il faut une souplesse à leur endroit. Mais maintenant, comment établir la véracité sur ceux qui fuient effectivement la guerre? Vous allez me dire, est-ce que ceux qui fuient les guerres sont facilement repérables? Vous pensez que quand vous fuyez la guerre, vous avez le temps de chercher votre carte nationale d'identité pour qu'on puisse vous repérer et dire, voilà, Adja Poutou par exemple vient du Rwanda, vient du Soudan du Sud. Donc il faut des éléments dont, ou alors peut-être que est-ce qu'on peut repérer facilement les Éthiopiens physiquement pour savoir celui-ci fuit la guerre? On sait, on est en Afrique, les gens se ressemblent presque tous, hein, en Afrique noire. Donc, je pense qu'il faut travailler à structurer toute cette démarche-là pour pouvoir viabiliser tout cela. Maintenant, au niveau des pays européens, les pays européens aussi sont débordés. Quand Nicolas Sarkozy parlait d'immigration choisie, c'est parce que l'Europe a d'abord ses propres problèmes qui sont lourds, qui sont colossaux. Ajoutez à cela le problème des migrants. La question des migrants n'intéresse l'Europe que parce que l'Europe y trouve une plus-value. Parce que l'Europe, en accueillant les migrants, peut les exploiter. Auquel cas, l'Europe n'aurait pas aujourd'hui une attention vis-à-vis notamment de la crise des migrants. Maintenant, on a mis sur pied, il y a des ONG qui se battent, SOS Migrants, Médecins sans frontières, et puis qui se battent comme elles peuvent, ces ONG-là. Mais ce n'est pas suffisant parce que l'Europe aussi est à bout et il revient aussi aux puissances africaines d'affirmer leur indépendance, leur autonomie et de penser surtout au bien-être de leur population en mettant sur pied des structures qui leur permettent de rester sur place. Ghislain Kougan, des côtes libyennes, rendons-nous en Turquie où le gouvernement a annoncé qu'il reconduisait son état d'urgence, la mesure prise initialement pour 3 mois. Suite à la tentative du coup d'État du 15 juillet dernier, va être prolongée à partir du 19 octobre pour 90 jours. Ghislain Kougan, quelle lecture pour cette nouvelle sortie, cette nouvelle décision gouvernementale? Donc, je pense que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est dans la continuité d'une action qu'il a engagée. Il veut montrer aux auteurs, aux commanditaires du putsch de mi-juillet qu'ils sont trompés de cible. Et c'est dans cette dynamique-là que s'inscrivent les actions qui se mènent, qui se perpétuent, notamment aujourd'hui en Turquie. Appelez ça comme vous voulez, purge politique, purge économique et puis tout ça. Le président Erdogan veut montrer à la face du monde aujourd'hui qu'il a encore la main mise sur la Turquie et c'est aussi une démonstration de force vis-à-vis de l'Union européenne. Vous savez très bien que l'Union européenne et la Turquie aujourd'hui se bagarrent sur l'adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne, qui est encore dans un processus. Alors, Erdogan se demande, il faut bien qu'on arrête les frais aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on joue? Qu'on me dit si oui, la Turquie a adhéré à l'Union européenne ou non. Et voilà que finalement, l'Union européenne ne se prononce pas beaucoup sur l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Dans son union, l'Union parle beaucoup plus des représailles de Tayyip Erdogan qui porterait atteinte aux droits de l'homme. Il estime qu'ils ne comprendront pas. Et vous savez très bien que sur la crise des migrants, la Turquie notamment doit bénéficier d'une exemption de visa pour notamment son aide aux migrants. La Turquie, c'est ce pays aujourd'hui qui accueille beaucoup plus de migrants et estime, d'ailleurs Bruxelles l'a promis, qu'on devait mettre sur pied des mécanismes pour favoriser la Turquie, pour l'aider, pourquoi pas pour récompenser la Turquie dans cette façon de faire qui essaie notamment d'accueillir beaucoup plus de migrants. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Et ça qui montre pourquoi rien n'est fait, pourquoi c'est lent. Parce qu'en réalité, on critique
la Turquie sur sa façon de gérer l'après-putsch de mi-juillet 2016. Ghislain Kouga, quand on voit les mesures fortes prises par le gouvernement, on pourrait penser qu'il s'agirait quelque part d'une véritable chasse aux sorcières. Les médias, l'armée, l'éducation, personne finalement n'est épargné en Turquie. Je pense que vous prenez les choses dans un sens. On peut prendre aussi les choses dans un autre sens. Les mesures sont fortes. Mais vous savez, le putsch, c'est le plus grand crime que l'on peut commettre à l'encontre d'un pays. C'est aussi fort. Alors, à une action forte, on peut estimer que Tayyip Erdogan estime qu'il doit prendre des mesures fortes. Maintenant, on peut relativiser aussi. Il estime que non, on a le sentiment, et vous avez peut-être raison, je dis bien peut-être raison à ce niveau, qu'il s'agit d'une vendetta contre Fethullah Gülen, qui est un ancien compagnon de Tayyip Erdogan, aujourd'hui exilé volontairement, exilé, je dis bien volontairement aux États-Unis, et que tous ceux qui ont un quelconque lien avéré ou non avec lui sont aujourd'hui frappés. On parle de près de 70 000 personnes concernées, 32 000 emprisonnés, près de 11 000 professeurs suspendus, 12 800 policiers qui ont été virés, au rang desquels plus de 2300 qui sont des hauts gradés de l'armée. Ça veut simplement dire que Tayyip Erdogan a été suffisamment touché. Il estime qu'il faut faire toute la lumière. Je pense que dans cette opération, il estime travailler et pouvoir établir le lien entre peut-être un pays européen et notamment les commanditaires du putsch. C'est pourquoi aujourd'hui il persiste à vouloir proroger l'état d'urgence de 3 mois encore, donc qui devait normalement expirer le 19 octobre. Pour 3 mois encore, vous verrez que ça ira peut-être jusqu'en 2017. Ghislain Kouga, y a-t-il des indicateurs concrets pour incriminer Fethullah Gülen? Ankara, notamment, a fait part aux États-Unis, nous a fait part aux médias d'avoir envoyé aux États-Unis des documents accablants sur le rôle crucial joué par Fethullah Gülen dans le putsch manqué de juillet 2016 en Turquie. Donc, du point de vue d'Ankara, les preuves sont irréfutables. Mais les États-Unis n'ont pas donné un écho favorable à la demande d'Ankara d'extrader Fethullah Gülen pour qu'il soit jugé, notamment en Turquie. Et c'est à ce niveau qu'on peut comprendre un peu le bras de fer entre les États-Unis, la Turquie, mais surtout l'Union européenne, qui aussi, finalement, ne voit pas toujours d'un bon oeil. D'ailleurs, l'Union européenne a exprimé que la Turquie doit faire attention à ne pas bafouer les droits de l'homme. Les documents dont vous parliez tout à l'heure, Ghislain Kouga, d'aucuns pensent que ces documents sont antérieurs au putsch. Oui, je suis d'accord avec vous. Même si ces documents sont antérieurs au putsch, c'est justement parce que ces documents sont antérieurs au putsch que c'est intéressant. Antérieur veut dire quoi? Antérieur veut dire avant le putsch, je crois. Ou après le putsch. Rien à voir. Voilà. Non, rien à si voir. on peut... Oui, ça veut dire que les documents, ça c'est ce que certains disent. Mais le pouvoir d'Ankara vous dit ces documents certifient qu'effectivement Gülen est impliqué dans le putsch. Maintenant, attendons que les États-Unis fassent une sortie pour dire que les documents que nous avons reçus disent ceci. Et voilà pourquoi nous n'avons pas extradé Fethullah Gülen. Je pense que ça se joue sur le plan de la diplomatie entre Ankara et Washington. Maintenant, cela peut, je pense que dans les jours, les mois à venir, ça va se corser, se compliquer parce que la Turquie est en train d'hausser le ton vis-à-vis de l'Union européenne. C'est terminé la récréation, décidez-vous si nous sommes dans l'Union européenne ou non. Je pense que dans les mois à venir, ça va se décider pour la Turquie quant à son adhésion ou non à l'Union européenne. Peut-être que si on avait déclaré l'adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne, la Turquie serait peut-être plus réceptive aux déclarations, aux mises en garde de l'Union européenne. Maintenant que ce n'est pas le cas, la Turquie ne voit pas pourquoi est-ce qu'on lui donnerait des leçons comment gérer l'après-putsch. Au vu du contexte extrêmement tendu dans le pays, est-ce que ce putsch qui a été tué n'a pas finalement conforté le gouvernement en place? Je pense que le gouvernement est en train de tirer un très grand profit de ce putsch-là pour consolider son pouvoir, pour montrer que je maîtrise encore la situation, surtout pour dissuader ceux qui auraient l'idée, qui envisageraient un jour de refaire notre putsch. C'est aussi ça. Je pense qu'il faut... Le pouvoir veut saisir l'occasion pour dissuader les autres, pour montrer que même si le président n'est pas
n'est pas à Ankara, le président tient les rênes. À quelque chose de malheur est bon aujourd'hui. Donc on ne peut pas forcément en vouloir à Ankara aujourd'hui. Ankara doit se protéger. Erdogan est au pouvoir, il doit montrer qu'il a la même mise sur le pouvoir et qu'il a les tentacules nécessaires pour détruire tout individu ou tout clan, tout groupe qui aimerait, qui lorgnerait un peu à prendre le pouvoir de manière anticonstitutionnelle. C'est comme ça qu'on dit en droit, je crois. Oui, c'est cela. Cette semaine a également été marquée en Colombie par le rejet de l'accord historique conclu entre le gouvernement et les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, lors d'un référendum sur cet accord visant à mettre fin à 52 ans de conflit. À 50,21% contre 49,78%, les Colombiens ont voté ce dimanche contre l'accord de paix qui vise à mettre un terme à 52 ans de conflit entre la guérilla des FARC et le gouvernement. L'abstention s'élève à 60%. Ce verdict des urnes surprend une partie de la population. Nous avons perdu l'opportunité pour de nombreuses municipalités en Colombie de retrouver la paix, d'avoir la possibilité d'avoir un poste de police ou de pouvoir employer des gens dans plusieurs domaines. Nous, les Colombiens, nous sommes un pays bizarre parce que malgré toutes les souffrances que nous avons connues depuis 60 ans, nous disons non. L'autre partie en est plutôt satisfaite. Nous voulons tous la paix, mais nous n'avons pas l'information complète sur l'accord que le gouvernement a fait avec les FARC. Je suis tout à fait d'accord avec la décision du non prise hier. Je suis totalement d'accord et je pense que c'est très bien de dire non à ces accords. Les opposants à l'accord avaient fait campagne en dénonçant notamment le laxisme des sanctions prévues contre les auteurs des crimes les plus graves. Le devenir de l'accord, largement soutenu par la communauté internationale, est désormais incertain. Pour le président José Manuel Santos, le cessez-le-feu reste en vigueur. Le chef des FARC, Timoshenko, lui réitère la disposition des guérilleros à ne faire usage que de la parole comme arme de construction de l'avenir. D'entrée de jeu, Ghislain Koukan, pourquoi cet accord de paix divise autant les Colombiens? Je pense que l'accord de paix divise sur la façon de vouloir tourner la page sombre du passé. Il y en a qui estiment qu'aujourd'hui, il faut oublier les plaies du passé et puis regarder résolument vers l'avenir. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas envisager l'avenir sans avoir fait, comment dirais-je, sans avoir fait la lumière sur le passé. Pour eux, on ne peut pas avancer quand on ne sait pas ce qui s'est passé par le passé. Et voilà deux points de vue, deux idéologies, si on veut, totalement opposées, qui prennent aujourd'hui la Colombie en otage. C'est-à-dire que l'accord de paix est signé. Il y en a qui estiment que non, l'accord de paix, la signature elle est opportune. Pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même de l'arrêt des hostilités entre le pouvoir en place et les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Il y en a qui estiment donc non, les forces armées avec lesquelles vous signez sont en réalité les délinquants qui sont détournés de leur idéologie à partir du moment où ils ont commencé à commettre des massacres, des viols, à vendre le coca, je crois qu'il y a une drogue, dont ils ont obtenu leur pouvoir à travers des actes illégitimes et anti-humains. À partir de ce moment, ils ne peuvent pas être un vis-à-vis, un partenaire avec lequel débattre et échanger. Voilà le point de vue de ceux qui sont contre l'accord. Il y en a qui sont favorables à l'accord, qui disent non, aujourd'hui on est fatigué. Ça fait 52 ans que ça dure, il faut bien à un moment donné que cela puisse s'arrêter. Donc vous avez deux positions dichotomiques, pour ne pas dire opposées, voilà, qui se neutralisent à travers la vie en Colombie. Ce référendum, bien que non obligatoire, peut-il avoir un impact sur l'accord de paix? Sur le plan pratique, non. Symbolique, oui. Mais le symbolique a toujours un impact sur le pratique, si vous voulez. Donc, c'est une gymnastique. Pourquoi? Je pense que le président Juan Manuel Santos a aussi voulu utiliser politiquement l'accord de paix signé. C'est vrai que ce n'est pas qu'on soit en train de lui faire un procès d'intention. Et c'est de bonne guerre. En politique, c'est bien cela. Il a une cote de popularité qui est en train de se dégrader. Alors, il a voulu marquer l'histoire en mettant un terme à 52 ans de conflit entre le pouvoir et les FARC. C'est une bonne initiative. Il est même arrivé, il est parvenu à la signature de l'accord avec les FARC.
Sauf qu'au sein de l'accord, il y a peut-être deux éléments qui ne sont pas perçus par les partisans du non comme quelque chose de bien. Il y a par exemple l'autorisation aux guérilleros de participer à la vie politique. Il y a aussi la justice transitionnelle, c'est-à-dire qu'on efface, on éponge tout le passé. Et aujourd'hui, en fait, il s'agit d'une réintégration des FARC dans la société colombienne normale. Ils vont participer à tout. Il y en a qui vous disent, un brigand, restez demain un brigand. Mais il s'agit peut-être pour eux d'une stratégie pour maintenant faire arriver au sein de la société et puis la détruire. Mais en même temps, il ne faut pas, quand on veut la paix, automatiquement faire aux gens des procès d'intention. Vous voyez, accepter que les gens viennent autour de la table pour en débattre. Donc, voilà ce qui se passe. Je pense qu'il a voulu valider le référendum. C'est lui qui a demandé le référendum. Vous l'avez évoqué vous-même. Il n'était pas obligatoire. Il a donc voulu profiter de l'accord de paix en obtenant la validité, la confirmation du référendum. Il aurait eu une cote qui aurait grandi. Malheureusement, les sondages l'ont trompé. Parce que les sondages au départ faisaient part d'une razzia du oui. Malheureusement, vous l'avez évoqué, 50,21 pour le non et 49,71 aussi, donc 79 pour le oui. Le président Juan Manuel Santos a convoqué les partis politiques pour entamer un dialogue avec l'opposition, notamment celle de l'ancien président Alvaro Uribe qui a imposé avec force le non. À quoi est-ce que vont aboutir ces pourparlers? Je pense qu'ils vont véritablement échanger parce que vous avez Alvaro Uribe qui, lui aussi, contrairement à ce qu'il dit, il fait croire qu'il est le grand gagnant. Il tient à préciser que dans son fief, c'est lui qui l'a remporté. Il y a 60% dans son fief à lui. Alors, donc c'est pour montrer. En fait, le vote a été décisif dans les grandes villes, dans les villes. Donc je pense que maintenant, il faut échanger, il faut dialoguer, sauf que cela n'aura aucun impact sur... On ne va pas revenir en arrière sur l'accord. L'accord a déjà été signé avec les FARC. On voulait juste légitimer l'accord sur le plan politique pour que, bon, finalement, je pense que le président ne s'en sort pas véritablement. Parce que là, il a été désapprouvé. Vous allez me dire, c'est fin, c'est minime, mais il s'agit d'un désaveu. On ne cherchera pas à savoir quel était le pourcentage entre ceux qui ont dit oui et ceux qui ont dit non. On retient simplement que le non l'a emporté. Et à ce niveau, le président a été désavoué. Peut-être c'est une façon de contester contre la hausse des impôts, par exemple. Peut-être l'absence des politiques publiques dans ce pays. En tout cas, le peuple a exprimé sa voix et même si cela ne va pas remettre en question les accords, c'est quand même intéressant pour ce président qui aujourd'hui doit faire profil bas par rapport à Alvaro Uribe de l'opposition qui aujourd'hui a le vent un peu en poupe. Avec les divisions qu'il y a actuellement en Colombie, l'accord qui est déjà signé, finalement on peut dire que c'est la fin de la guerre avec les FARC. Est-ce que c'est la fin de la guerre avec les FARC? On y tend, on va vers, c'est le souhait. D'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Timochenko, qui est le chef des FARC, a fait part de ce qu'il était dessus, mais que les FARC n'allaient pas reprendre les armes. Il est même allé jusqu'à proposer de revoir quelques points des exigences des FARC. Ça veut dire qu'il y a aussi une volonté du côté des FARC d'arriver à la paix. Eux aussi sont fatigués d'être des renégats, d'être considérés comme des turiféraires, comme ceux-là qui veulent simplement détruire la patrie. Vivement les jours à venir, le grand dialogue convoqué par les uns et les autres va sûrement permettre de faire toute la lumière sur ces situations-là et on espère simplement que la Colombie sortira beaucoup plus renforcée et que la dynamique de l'accord de paix va se pérenniser pour que ce pays devienne beaucoup plus stable. Voilà, Sylvain Fougan, c'est sur cet accord de paix en Colombie que nous réformons cette émission. Merci une fois de plus d'avoir contribué à la réalisation. Merci également à vous et merci à tous nos téléspectateurs. À vous, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.